On en est déjà à notre 67e épisode, rendez-vous compte. Et on n'a pas fini, en plus. 67e épisode des Technos, on parle technologie tout de suite. Et pour parler technologie, à notre mode, à notre sauce, comme on a l'habitude de dire, on a de ce côté-ci Marc qui nous a rejoint. Salut Marc. Salut. Et puis ici Benoît. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu Benoît, un petit mois, mais voilà, bienvenue. Et il y a certainement plein de choses à dire, même si, oui, on le constate dans un autre. Hein, l'actualité technologique est un petit peu, bon, voilà, c'est un petit peu, c'est variable, quoi. Cette semaine, pas énormément de choses à raconter. Il y a quand même eu des événements. On va en parler dans un instant. Notre abécédaire va suivre son cours habituel, bien entendu. Mais avant cela, un petit coup d'œil sur le courrier des auditeurs. Très nourri, faut-il le dire, concernant Synology. C'est le hors-série qu'on vous a proposé la semaine dernière sur les appareils signés Synology, les NAS. Beaucoup de commentaires, beaucoup de vues également sur vidéo, beaucoup d'écoutes audio. C'est un sujet qui plaît manifestement et c'est tant mieux. On a répondu, je pense, à toutes les questions qui avaient été posées en commentaire. C'était réponses personnalisées par Xavier ou Sébastien, me semble-t-il, ou Marc, je ne sais pas. T'as eu l'occasion de répondre, toi, ou les autres ont été plus vite que toi? Non, moi j'ai pas vraiment eu l'occasion. Je veux dire, Xavier a fait un boulot, mais hallucinant. Voilà, il a répondu à tout le monde d'un coup comme ça. Oui, c'est ça. Il a fait du serial réponse. Voilà, les technos chez lui, c'est un full-time job. Il a le temps, mais voilà, tant mieux. Et donc il a fait des réponses personnalisées. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Il est à votre disposition. Xavier est à votre disposition, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que c'est un sujet, et on l'avait dit, vaste et qui pose question, et chacun vient un petit peu avec son expérience personnelle. Et c'est des idérata aussi. Donc voilà, on a fait ça tout à fait bénévolement. On n'est pas du tout payé par Synology pour vous en parler, mais c'est un produit qu'on aimait bien, donc voilà, c'était l'occasion. On a des nouvelles également, Benoît, d'un de nos auditeurs bretons. Oui, Kenavo. Alors, le jogger. Attention, ça tombe bien qu'il n'y a pas trop d'actu, parce qu'il faut tenir 40 minutes précises. D'accord. C'est la durée du trajet. D'accord. Comme il nous écoute. Et vous vous souvenez, le problème, c'est que si on est trop long, après, il doit faire des kilomètres en plus. Aujourd'hui, on essaye 40 minutes, top chrono. Top chrono, donc on va essayer de tenir la longueur, lui aussi. Donc on peut y aller. Tiens bien la cadence. Rappelez-moi son prénom, Marc. Benoît, le prénom de notre ami breton. Alors ici, je pense que c'est un pseudo sous le prénom de Kenavo. D'accord. Non, Kenavo, ça veut dire bonjour. Ça veut dire bonjour, pardon. Alors, quelle nouvelle? Stéphane. Stéphane, pardon. Quelques notions de breton. On n'est pas très notion breton Bruxelles, entre Bruxelles et Namur. Voilà, on est désolé. Voilà. Mais n'hésitez pas, hein, vos commentaires sont les bienvenus également. C'est toujours amusant, évidemment. On commence, si vous le voulez bien, avec la lettre A. Je vois qu'il y en a deux qui suivent. La lettre A comme Apple, évidemment, et on commence avec Marc. Évidemment, cette fameuse erreur 53. Ça a fait le buzz de cette fin de semaine, on peut le dire. Et ça a fait le buzz, mais franchement, c'est une histoire de buzz dont Apple se serait un peu passé. Alors, c'est une erreur qui a commencé à apparaître sur les iPhones qui sont passés sous iOS 9. Et c'est une erreur qui est assez gênante parce qu'elle a la caractéristique de bloquer votre iPhone complètement. En fait, elle le brique. Et qu'est-ce qui se passe? C'est à partir du moment où vous faites une restauration, où vous faites une mise à jour vers iOS 9 et que votre iPhone a malencontreusement avant un jour été réparé ailleurs que chez Apple, Apple n'apprécie pas et transforme votre iPhone en brique à 799 €. Grosso modo, c'est tout. Ça. Donc, voilà. Apple n'apprécie pas qu'on touche à son matériel en dehors de ses réseaux à l'E. Et ils le font savoir. Donc, si vous avez eu le malheur de faire réparer votre iPhone par votre petit cousin ou par la boutique d'électronique du coin, vous l'avez profond. Et là, c'est tout ce que vous pouvez faire. C'est éventuellement retourner chez Apple en espérant que si vous vous prosternez à leurs pieds et leur apportez 12 vierges en offrande, je sais pas, ça marchera peut-être. Toujours est-il que, voilà, Apple évoque l'aspect sécuritaire pour justifier cette apparition d'erreur en disant que c'est une mesure qu'ils ont prise pour éviter que vos mots de passe et vos empreintes digitales se retrouvent dans la nature. Si. Voilà, toujours est-il qu'en fait, grosso modo, c'est la cata et je suis curieux de voir comment Apple va s'en sortir. Alors, je sais pas ce qu'en pense Benoît, pro Apple, hein, on peut le dire, mais si tu utilises un iPhone, toi, t'es Apple jusqu'au smartphone, parce qu'on n'est pas toujours Apple jusqu'au smartphone, hein, il faut le dire aussi.
ce côté sécuritaire, d'abord l'indélicatesse d'Apple, ça il faut la reconnaître tout de même, hein, mais l'aspect sécuritaire, juste, pas juste. Alors, moi, j'ai pas tout à fait la même lecture, mais ce que j'aime bien dans les produits Apple, c'est le fait justement d'avoir un ensemble intégré logiciel hardware qui fonctionne bien et on se pose pas de questions. Ouais. Et donc, ça veut dire que moi, j'aime bien le fait de rester dans leur écosystème et de rester chez leurs revendeurs, etc. Ça fait partie d'une des raisons pour laquelle j'aime bien cette marque-là, c'est le tout est intégré, le tout fonctionne, le tout est géré, le tout est bien géré. Ouais. Et donc, je m'en vais pas en dehors des sentiers battus comme ça parce que je trouve que globalement, la qualité est pas bonne. Donc, c'est le genre de problème qui me dérangerait pas excessivement, je dois avouer. Bon, l'argument avancé et de l'élément de sécurité, c'est un peu compliqué parce qu'après, si jamais il y a quelqu'un qui se fait piquer son compte bancaire à cause d'un pirate qui installe un truc, un Touch ID faux ou quoi que ce soit, on dira « Ah, Apple n'a pas sécurisé son système ». C'est ça. Donc, oui, mais encore une fois, moi, je pense que c'est une marque dont on sait que le concept, c'est quand même d'offrir un ensemble intégré, un service intégré, un tout. Et puis, si on n'aime pas ça, c'est très bien, il y a d'autres marques, hein, il faut pas... Je comprends pas pourquoi on lui reproche quelque part ce qui est sa force. Oui, c'est ça. T'as tapé dans ton pied de micro, je crois. Mais... J'ai tapé dans mon pied de micro. C'est sympathique, ce petit dong. Ça sonnait le glas. Je peux te faire une symphonie, si tu veux. Non, mais c'est vrai que c'est quand même indélicat. Enfin, la manière dont ça a été fait, c'est un petit peu... Ce qui est embêtant, c'est que ça arrive brutalement. Voilà, c'est ça. Qu'effectivement, ça, effectivement, c'est embêtant, parce que les réseaux parallèles ont fonctionné pendant longtemps. Et puis, à la limite, il y a des gens qui ont fait réparer en croyant que ça leur posait pas de problème et tout ça. Ouais. Et puis, brusquement, à l'occasion d'une mise à jour, le système se bloque et on comprend peut-être pas immédiatement pourquoi on a ça. Ça, c'est un vrai problème. Ouais. Mais le fait de se dire, après tout, on est dans une marque qui a comme principe d'être un système qui t'offre un tout intégré vertical, on prend ça ou on ne le prend pas. Puis il faut rappeler quand même que c'est un élément de sécurité. Hein. Le lecteur d'empreintes, c'est pas juste pour faire rigolo. Enfin, je veux dire, c'est à un moment donné, il faut bien se rendre compte que si on le fait remplacer ou qu'on bidouille le bidule ou que quelqu'un bidouille votre appareil parce que vous voulez te faire choper ou un truc du genre, et que juste en bidouillant le lecteur d'empreintes, on peut accéder à vos données, ça perd un peu de son intérêt. Il faut être clair. Donc, on peut comprendre l'argument d'Apple, mais la méthode, par contre, non, peut-être pas. Donc, je pense que j'ai bien résumé. Hein. Je pense que c'est clair. On reste à la lettre A, mais cette fois comme Amazon, et on reste avec Marc pour parler d'Amazon, qui attaque le jeu vidéo, qui s'attaque au jeu vidéo, avec un jeu vidéo. Justement, je vais essayer de vous faire voir, Marc, mais n'hésite pas à intervenir, vas-y. Mais juste, non, Amazon n'attaque pas le marché du jeu vidéo avec un jeu vidéo, c'est plus complexe que ça. Plus malin. En fait... plus malin et plus complexe. En fait, Amazon est en train de concrétiser une stratégie qu'il a mis en place en 2014. Il faut te rappeler qu'Amazon avait mis la main sur Twitch, la fameuse plateforme de diffusion de vidéos de jeux, pour près d'$1 milliard. L'année dernière, Amazon avait remis le couvert en injectant à peu près $50 millions au sein de la société Crytek, la créatrice du CryEngine, qui est un des plus formidables moteurs de jeux qui existent aujourd'hui, qui est le grand concurrent de l'Unreal Engine. Et donc, ces deux opérations n'ont pas été réalisées par hasard, puisqu'aujourd'hui, la firme américaine vient de lancer son propre moteur de jeu. Ce n'est pas un jeu vidéo, c'est tout un environnement pour développer des jeux vidéo qui inclut donc nativement le support de Twitch, qui est basé sur CryEngine et surtout, petite cerise sur le gâteau, qui est totalement gratuite pour les développeurs, ce qui n'empêche pas le moteur d'être complet de A à Z. Alors, le but ici, c'est vraiment de fournir une infrastructure à tous les développeurs de jeux pour leur permettre de créer des jeux qu'on appelle sur des plateformes AAA, c'est-à-dire vraiment des plateformes haut de gamme. Et quand on a l'habitude des jeux qui sont produits par le moteur, enfin qui utilise le moteur CryEngine, on pense simplement à allez, évidemment, je n'ai plus en tête. Je vais pas pouvoir beaucoup t'aider parce qu'en jeu vidéo, je suis une brêle. C'est pas grave, ça va me revenir, mais effectivement, il y a un jeu, Crysis, qui est un jeu qui à l'époque était utilisé quand même comme maître étalon pour déterminer si la configuration allait être à genoux ou pas devant l'exigence du jeu. Donc ça donne un peu une idée de la qualité du moteur qui se trouve derrière. Mais évidemment, en faisant en choisissant une orientation gratuite au niveau du paiement,
la firme ne va pas faire dans la philanthropie. Par contre, elle va combiner cela avec tous les services qu'elle peut offrir aujourd'hui, comme les services de hosting, les services de développement, les services de déploiement. Donc, l'ensemble de ces services web qui sont repris sous la plateforme Amazon Web Services. Et ici, en fait, ça va être facturé aux joueurs actifs. On parle d'un budget de $1,50 par jour actif. Donc, donne par exemple, voilà, un FPS ou un RPG avec 10 000 utilisateurs par jour et un pic à 1000 utilisateurs, enfin 1000 joueurs connectés simultanément, permettrait de générer un certain chiffre d'affaires. Et donc, c'est sur base de ça que la société espère monétiser son investissement. Alors, comme je l'ai dit, Twitch est intégré nativement au moteur, donc ça permettra de streamer en temps réel toutes les parties avec relais sur Twitch. Par contre, il est également prévu à terme que Amazon déploie des versions mobiles, mais également des versions pour casque de réalité virtuelle, comme ce qui est à la grande mode pour le moment. Et donc, le but ici est clairement de concurrencer l'Unreal Engine, dont le moteur Unity, lui, est vraiment aujourd'hui plus répandu sur mobile que sur desktop et console. Et alors, petite anecdote, dans les conditions d'utilisation du moteur, alors Amazon a défini toute une série de restrictions dans le cadre desquelles le moteur ne peut pas être utilisé. Donc, par exemple, il ne pourra pas être utilisé pour développer des systèmes de simulation à orientation militaire. Il ne pourra pas être utilisé pour développer des systèmes de simulation à vocation médicale. Donc, tout ce qui touche à des industries qui, disons-le clairement, ont largement les moyens de se payer des moteurs, etc. Par contre, là où c'est marrant, c'est que il y a une toute petite ligne en bas des conditions qui dit que toutes les conditions précédentes tombent en cas d'attaque de zombies. Voilà, ça fait penser ça reste dans l'esprit geek, c'est assez sympathique et je suis quand même assez impatient de voir les premières productions. Ça fait un peu penser aux assurances, un petit caractère, assurance contre des invasions de sauterelles ou des trucs comme ça. Voilà. Benoît avait une remarque à faire. Mais, je suis comme toi, Marc, je suis pas très gamer, mais ce que je trouve intéressant, c'est de voir comment on a maintenant, chaque plateforme est en train un petit peu d'essayer d'avoir son espace pour essayer d'attirer des créatifs, des développeurs, des gens qui produisent du contenu et monétiser via eux. Oui. T'as l'App Store chez Apple qui est très clair et je me demande si ça va sans doute bien marcher au début. Tu vas sans doute avoir quelques jeux qui vont super bien marcher parce qu'il n'y en aura pas beaucoup, donc ils sont très bien mis en avant. Et voilà. Et puis après, qu'est-ce qui va se passer dans un deuxième temps? On risque d'avoir le même phénomène que partout ailleurs, avec des dizaines et des dizaines et des dizaines de jeux de qualité très moyenne, et en final un ou deux gros blockbusters qui vont bien marcher. Donc c'est malin de la part d'Amazon, ça leur évite de prendre de risques. Bien sûr. Ça fait que le risque du développement de contenu, ils ont évidemment une prise de risque en développant le moteur, je dis pas le contraire, mais le risque de développement du contenu, l'effort de développement de contenu est fait par d'autres. Oui. Et si ou plutôt les jeux qui vont bien marcher, ils toucheront leur part. Donc c'est malin comme business model. Le jeu, dès qu'on parle de jeux vidéo, j'ai l'impression qu'il y a souvent des solutions assez malines qui sortent du lot. On avait déjà parlé, me semble-t-il, dans ce podcast de ces sociétés pourtant ayant pignon sur rue et ayant déjà des titres très accrocheurs au catalogue, mais qui faisaient quand même du financement participatif sur des titres en devenir pour le tester par rapport à un public. C'est pas idiot non plus, quelque part, même si on a pignon sur rue et qu'on a des fonds et qu'on est capable de le faire, d'ainsi pouvoir voir quelle est la tendance, voir quel est le feeling du public. C'est aussi une bonne manière de servir des plateformes de crowdfunding ou pas, Benoît? Je suppose. T'as pas d'avis particulier là-dessus? Pas d'avis spécialement là-dessus. Non, c'est-à-dire que ce qui se passe en fait derrière, c'est qu'on voit que les plateformes de crowdfunding deviennent un petit peu... Il y a toujours un côté de jeunes boîtes innovantes qui viennent avec des idées innovantes, mais tu as aussi de plus en plus, et ça devient vraiment très marqué, des acteurs plus ou moins installés. C'est ça. C'est-à-dire soit des gens qui ont déjà une boîte qui fonctionne bien et qui veulent venir avec un nouveau produit, soit des produits qui sont très très banals.
et qu'on va mettre en image un petit peu différemment avec un habillage marketing un petit peu, et ça devient quelque part un petit peu comme des boutiques. Et le côté crowdfunding qui au début était vraiment le produit, financer un produit vraiment innovant, un produit, une idée qui avait une chance sur deux de réussir, etc. S'estompe de plus en plus, et de plus en plus, ça devient mainstream, et ça devient, il y a des artisans qui proposent des produits, il y a des jeux. C'est vrai, je me souviens d'avoir vu un jeu de billard comme ça récemment. Qui était proposé en crowdfunding, mais par une boîte qui avait par ailleurs 50 billards en vente. Donc, a priori, on peut s'imaginer qu'ils savent estimer que la rentabilité du jeu. Pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de passer par là? Pour le côté hype, pour le côté accrocheur du principe du crowdfunding aussi, peut-être. Oui, et puis le côté, c'est une plateforme de vente, en fait. C'est un peu ça, oui. Marc? Oui, juste une petite réflexion sur le crowdfunding. C'est pas simplement une plateforme de vente, c'est aussi effectivement le moyen de générer, de fédérer déjà une communauté avant que le jeu soit fait. Je pense notamment à un jeu qui est toujours actuellement entre alpha et bêta, c'est Star Citizen, le grand concurrent de Elite, qui a été développé et financé en crowdfunding, mais qui a permis de fédérer déjà à la base une communauté de passionnés qui va appuyer le développement du jeu en fournissant du feedback sur les bêtas, sur les alphas, mais également qui va servir à établir vraiment un écosystème, vu que c'est un jeu massivement multijoueur. Ça va permettre d'établir un écosystème de base qui fait que lorsque le jeu va être lancé, il y aura déjà cette communauté d'enthousiastes qui vont permettre d'avoir vraiment un environnement des plus réalistes. Par contre, je voudrais faire un autre petit parallèle. Amazon, ici, en se lançant avec un moteur et à terme un store, ne va pas prendre beaucoup de risques parce qu'elle ne fait que suivre l'exemple d'une autre entreprise qui a déjà essuyé les plâtres et avec une maestria magnifique, c'est Steam. Steam, dont le moteur de base était le moteur Source, qui était lancé par Valve Software, on se rappelle Half-Life, Half-Life 2, etc., qui a, au fil du temps, évolué dans une plateforme pour devenir la principale plateforme de vente de jeux vidéo, qui est toujours essayé d'être concurrencé par Origin d'Electronic Arts, mais qui n'y arrive franchement pas à la cheville, c'est mon humble avis. Toujours est-il qu'ici, non seulement Amazon va rentrer dans une cour qui est déjà bien encombrée, parce que Steam a quand même quasi la totalité des parts de marché sur ce segment-là, et il va devoir faire ses preuves. Faut pas oublier non plus que Steam se décline non seulement sur PC, mais commence à se décliner également sur console avec les fameux Steambox. Donc voilà, c'est un écosystème qui est en devenir, que chacun essaie de tirer la couverture à lui. Je peux le comprendre, c'est normal. Mais disons qu'ici, c'est vrai avec la technologie qu'ils ont mise au service de leur moteur, ils tapent dans du lourd d'office. Maintenant, c'est pas parce que un jeu a un moteur de ouf qu'il va forcément réussir à être un blockbuster. J'en veux pour preuve un petit jeu qui a l'air complètement débile avec des graphismes 8 bits qu'on dirait sortis d'un Commodore 64 qui est en train de faire un carton pour le moment. Mon fils, il passe ses nuits là-dessus quasiment. Ça s'appelle Undertale. C'est un truc qui a l'air torché, sorti d'une NES. Mais c'est un truc qui a l'air... le truc a toutes les critiques possibles et imaginables, il a toutes les louanges. C'est un petit jeu indépendant que personne n'attendait et qui est en train de faire de l'ombre à tous les gros blockbusters. Il y a des épisodes comme ça. Rappelez-vous Minecraft. Oui, aussi. C'est pas trop notre propos d'habitude dans les technos, parler jeux vidéo, soyons clairs, parce que on n'est pas tous spécialistes du domaine. Je suis le premier à dire oulala, jeux vidéo. Mais c'est un sujet intéressant parce que, un peu comme Benoît, on y trouve aussi des pistes comme ça et de temps en temps des pépites, pourquoi pas, en termes de business model, par exemple. On va rester chez toi, Benoît, ou plutôt on va te retrouver pour parler d'ARM. Alors, ARM va bien. C'est une bonne nouvelle, Benoît. Merci, Benoît. On est content pour eux. On est content pour eux. Exactement, ARM va bien. Voilà, il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Mais je vous rappelle qu'on doit faire tout en 40 minutes, donc on se dépêche. En fait, c'était juste pour dire, ça m'a un petit peu interpellé, les profits d'ARM, le résultat après la différence entre les rentrées et les dépenses, ont remonté de 25% en un an. Alors, ARM, on s'en souvient, c'est la boîte qui fabrique les puces qui équipent les smartphones, mais qui équipent aussi plein d'autres appareils, parce que c'est des petites puces très simples. Les Raspberry Pi sont équipés de ce type de processeur. C'est des puces simples, bon marché,
déclinable à l'infini. Et je pense que cette croissance des revenus qui est quand même assez importante, ça montre le fait que on a cette espèce, et on le voit, hein, ils estiment qu'ils touchent maintenant 80% de la population mondiale à quelque part un processeur. Alors ça veut pas dire un vieux PC à l'ancienne. Ça veut dire très souvent peut-être simplement un four à micro-ondes, un frigo, etc. Beaucoup de machins-là ont maintenant un processeur dedans. Beaucoup de web radio, de radio web en fait, de box qui se connectent à Internet sont équipés de processeurs ARM parce que ça tourne très bien, ça décompresse très bien du MP3 et donc voilà. Mais c'est pas les seuls objets équipés d'ARM. Je pense que les machines à laver aussi, les lave-linges utilisent ce type de processeur parce que c'est assez facile d'écrire pour ce type de processeur. Manifestement, il y a une librairie qui est préexistante et donc ça facilite les choses et ça limite les coûts également. Ça consomme pas beaucoup, ça coûte pas cher. Voilà, c'est ça quoi. Donc c'était une bonne nouvelle. ARM va bien. Non, mais c'est des boîtes dont on parle pas beaucoup, mais qui deviennent vraiment indispensables pour l'économie numérique. On les cite quand on parle d'un nouveau smartphone et qu'il y a du ARM dedans, on le cite, mais c'est vrai qu'on passe des fois au travers en oubliant de rappeler ce qu'ils font exactement. On reste chez toi peut-être, Benoît, pour passer d'abord à la lettre B, c'est une bonne chose, pour parler d'Adobe Bridge qui est mis à jour. Voilà, ça fait longtemps que tous les créatifs attendent ça. Bridge, c'est le logiciel d'Adobe, mais je pense qu'il y a au moins 3-4 ans qu'il n'a plus été mis à jour, qui est le logiciel qui permet de naviguer dans ces fichiers de façon au départ intuitive, de moins en moins au fil du temps, parce que comme il n'était pas mis à jour, il était de plus en plus lent, de moins en moins efficace, on a de plus en plus de fichiers, il a de plus en plus de mal à les gérer. Et donc, enfin, ils ont pris un petit peu de temps et ils ont remis le machin à goût du jour. Il y a une série d'améliorations qui s'inspirent de Lightroom dans la manière dont on va gérer ces fichiers. Je pense que l'amélioration principale, c'est la gestion des petites images, des petites vignettes qui s'affichent quand on ouvre un folder, qui avant étaient horriblement lentes parce qu'ils prenaient le temps de constituer, d'aller lire toutes les images et avant d'afficher quoi que ce soit. Et maintenant, ils ont optimisé les choses. Il va lire en tâche de fond, gentiment. Il présente des données tout de suite. Il permet tout de suite de faire des recherches. Donc, ça va être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rapide et efficace si on a des grosses quantités de photos ou des grosses quantités d'autres fichiers graphiques, images vectorielles, etc. à gérer. Tu parles d'images vectorielles, tu parles d'Adobe. Je me suis laissé dire que l'application Flash, de création Flash, avait disparu du Creative Cloud. Quelqu'un peut me confirmer ou pas? Alors, c'est partiellement vrai, je comptais en parler tout à l'heure. C'est bien, on saute. Voilà. C'est la lettre F comme Flash. Donc, c'est partiellement vrai, c'est-à-dire que l'application n'a pas disparu en tant que telle, mais depuis un certain temps, l'ancien logiciel d'édition de Flash, pour les contenus Flash, en fait, a évolué et est capable de gérer en fait de l'HTML5. Donc, il peut générer du Flash, mais il peut aussi générer du contenu web interactif, mais sans avoir besoin du plugin Flash. D'accord. Et pour marquer le coup et pour rendre bien visible le fait que le produit n'est pas limité à produire du Flash, et en fait de moins en moins utilisé à produire du Flash, Adobe a sorti une nouvelle version qu'il a renommée en Animate CC. C'est ça, voilà. Donc le produit, si tu veux, existe toujours. Tu peux toujours acheter chez Adobe un produit qui te permet de générer du Flash. Mais c'est plus le point qu'on met en avant sur ce produit-là, c'est plutôt le fait de pouvoir faire du web interactif. Et quelque part, avec la techno que tu veux, soit les standards, soit Flash. Parce que je rappelle que Flash n'est pas utilisé que dans le cadre du web, hein, c'est aussi utilisé dans certaines applications vidéo, par exemple, pour générer des titres, un peu comme on en a ici sous nos vidéos, par exemple. Hein, mais il y a aussi d'autres champs d'application de Flash. Ce serait dommage de perdre un outil qui fonctionne plutôt pas mal pour certaines choses, même si on le sait, par exemple, Google va supprimer très prochainement la publication de banners publicitaires en Flash. Ils vont les annuler. F comme Flash. F comme Flash. En parler aussi. Voilà, donc F comme flop. On va pouvoir sauter. F comme flop. Voilà. Donc on passe à la suite. Et la suite, c'est la lettre B. B comme un mot imaginé par Marc, c'est la B comme brousouf. Les brousoufs, c'est connu pourtant, les brousoufs, non? J'ai entendu bousouf. Comment on s'entend? Il y a un podcast qui en parle des brousoufs, mais je me souviens plus du nom. Nous, on en parle. C'est un mot connu, les brousoufs. Bon, d'accord, ok. Je tiens à signaler, si vous entendez la voix de Marc partir un petit peu en vrille de temps en temps, c'est parce qu'il y a quelques problèmes de bande passante, et Skype n'aime pas les problèmes de bande passante, ce qui fait qu'il faut bien couper quelque part, et là, c'est sur la qualité d'image pour l'instant, mais ça, c'est moins grave, peut-être. Brousouf, donc, Opera racheté par un consortium chinois, ça se confirme ou pas, ça?
Ben, disons, ça se confirmera d'ici le 15 mars. Mais effectivement, bon, l'entreprise norvégienne va assez mal. Elle est à vendre depuis le mois d'août dernier. Et donc, finalement, c'est un consortium chinois qui est le candidat repreneur le plus probable. Alors, c'est un consortium qui est composé principalement de 2 sociétés. La première s'appelle Kiyu 360. Personne n'a jamais entendu parler, c'est normal. L'autre s'appelle Kunlun. Personne n'a jamais entendu parler, c'est normal non plus. Enfin, toujours est-il que la société en question, le consortium, est quand même prêt à sortir 1,2 milliard de dollars pour manger le navigateur, ce qui est quand même quelque chose d'assez positif pour les membres du conseil d'administration et les actionnaires d'Opéra, vu que ça représente quand même un bonus de 53% par rapport à la dernière cotation de leur action. Donc voilà, pas grand-chose à dire d'autre, sinon que ce serait encore un grand nom. Un nom un peu mythique quand même des browsers web qui va peut-être disparaître parce que on n'a absolument aucune idée de ce qui va se passer une fois que le rachat sera entériné, s'il est entériné, suite des événements le 15 mars quand les 2 parties pourront éventuellement annoncer que les choses seront faites. Est-ce que ce n'était pas les Chinois qui récemment avaient déclaré qu'ils aimeraient avoir leur navigateur web national à eux? Ou est-ce que c'était les Français? Je ne sais plus. Non, c'est les Français qui voulaient développer un Internet à la française avec un operating system à la française et un cloud à la française. Les gars vont nous ressortir le Minitel 3.0. Mais c'est ça, ils se sont loupés après le Minitel, il ne faut pas avoir autant de regrets finalement. Non, mais bon, c'est pas grave. Non, rien n'est grave de toute façon. On va rester chez toi, Marc, pour parler d'un truc qui va intéresser Benoît, puisque Benoît est possesseur d'un MacBook dit USB-C, puisque tu vas nous parler, Marc, de câbles. Et il faut faire attention au choix du câble. On avait déjà évoqué cette question ici, et ça semble une fois de plus se confirmer. Mais justement, Benoît, il va être rassuré parce que lui ne risque absolument rien. Mais voilà. Dans la mesure où, j'ose espérer que le câble qui est fourni avec son MacBook a été pensé par Apple pour ne pas exploser comme les chargeurs de la fois passée. Oui, c'est ça. Non, toujours est-il qu'ici, il y a un ingénieur, en fait, de chez Google, un monsieur qui s'appelle Benson Leung, qui s'est penché sur la problématique. Alors, on sait que depuis que le connecteur USB-C commence à se démocratiser, on a vu surgir ça et là des problèmes de chargement, des problèmes de synchronisation dus à la mauvaise fabrication, la mauvaise finition des câbles. Et notamment, on se rappelle que c'est principalement chez OnePlus que les câbles qui étaient fournis avec le OnePlus 2, finalement, n'étaient pas de très bonne qualité, et OnePlus a dû faire un rappel pour remplacer les câbles. Et donc, Benson Leung, notre brave monsieur, s'est quand même amusé à passer en revue toute une série de câbles. Alors, il y en a quand même, je ne sais pas combien il en a repris, il en a fait énormément. Toujours est-il qu'il a compilé tous ces résultats dans un document Google Docs qui est disponible pour le monde entier et où il a testé, en fait, avec chaque fois résultat du test, différentes marques. Alors, ça a permis d'abord de voir que la majorité des câbles chinois, dits chinois, qui sont vendus sur eBay, sur Amazon, etc., appartiennent en fait à 3 sociétés. Donc, vous allez voir dans ce petit fichier de Google Docs, vous allez retrouver le nom des sociétés en question. Si vous voyez ce nom dans la nomenclature d'un câble que vous comptez acheter sur Amazon ou sur eBay, vous arrêtez là, vous allez acheter autre chose. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on s'est rendu compte que dans la mesure où vous utilisez des câbles USB-C vers USB-C, là, normalement, vous ne risquez rien, parce que les câbles sont structurellement conçus de manière à pouvoir supporter toutes les contraintes imposées, à savoir principalement les fameux 3 ampères, la fameuse intensité de courant de 3 ampères, qui est la charge nominale en fait pour la partie chargement. Par contre, là où ça se complique, c'est quand vous utilisez des câbles hybrides, c'est-à-dire typiquement ce genre de câble-ci, avec de l'USB-A d'un côté et de l'USB-C de l'autre. Si les câbles ne sont pas certifiés, là, effectivement, dans le meilleur des cas, vous risquez simplement de transformer votre appareil en brique. Oui, c'est ça. Voilà, tout simplement. Donc, allez voir ce tableau Excel, enfin, ce tableau Google Docs. Franchement, il est très bien fait et on apprécie que quelqu'un ait pris la peine de tester tout ça. Ça évitera quelques crises de nerfs quand on devra, acheter des câbles. Tu m'as mis un bon lien, mon beau Marc, pour ce tableau. J'ai mis un bon lien. Effectivement, dans le document, il y a le lien vers
feuille de calcul. Donc n'hésitez pas sur lestechno.be, tous les liens utiles d'ailleurs et toutes les sources d'informations de nos camarades, vous les retrouvez sans aucune difficulté. La totale transparence de ce côté-là, je le rappelle, c'est comme toujours un peu notre revue de presse technologique de la semaine. Donc on a été pêcher ces informations bien quelque part, autant vous en donner la source également. Marc, on te reparle dans un instant et peut-être que tu vas t'intéresser. Parce que, en fait, je vous le dis, parce que j'ai sauté une ligne. C'est juste ça, en fait. Mais c'est Benoît qui va parler. Donc Marc ne bouge pas, Benoît parle. Benoît va nous parler de drones. On est en train de dresser des gros oiseaux, des aigles, pour chasser des drones, en fait. C'est ça l'idée. Exactement. Mais tu te souviens, enfin vous vous souvenez peut-être, on en a vu quelques-unes des vidéos de drones qui ont été attaqués par un aigle ou par un autre rapace, et souvent ça se termine de façon assez désastreuse pour le drone. Oui, c'est brutal. C'est le rapace qui gagne. Oui. Et ça, parallèlement à ça, on sait qu'il y a certains questionnements de sécurité. On se souvient qu'il y avait des drones qui avaient volé sur Paris, sur des centrales de nucléaire, et ça avait un petit peu, à juste titre d'ailleurs, posé des questions sur la sécurité. Et une société hollandaise a eu une bonne idée. Elle s'est dit, mais en fait, si on dressait les aigles, on pourrait les dresser à vraiment aller attaquer et récupérer le drone. Et donc, ils ont commencé le dressage et ils offrent leur service. Il y a des essais qui ont été faits par la police néerlandaise et la police londonienne est en train de regarder acheter ou louer, je ne connais pas exactement le modèle d'acquisition derrière, des aigles dressés pour pouvoir chasser les drones. Donc sur des événements, dans toutes les situations où on a un peu de crainte par rapport à la présence du drone. Donc je trouve l'idée intéressante parce que c'est leur publicité, mais c'est un moyen très low-tech pour attaquer un objet très high-tech. Il faut bien les dresser, les aigles en question, parce que s'ils ont un double emploi, tu vois, qu'ils travaillent mi-temps chasse de drones, autre mi-temps chasse de pigeons sur les aérodromes, et qu'ils se trompent à un moment de job, s'ils s'attaquent à un Boeing, je suis pas sûr qu'ils vont gagner, pour le coup. Détrompe-toi, si l'oiseau rentre dans le réacteur, le Boeing, il a intérêt à se reposer très vite. Oui, c'est ça. Alors, il a le temps, attention, je ne veux pas paniquer. Il a le temps c'est prévu et tout ça, mais c'est considéré une procédure qui nécessite un atterrissage d'urgence. Oui, c'est ça, parce que c'est quand même une grosse bête. Enfin, c'est pas fait pour ça, un réacteur en même temps. Par contre, il y a des moyens pour essayer d'éviter que les oiseaux y rentrent, et quand ils y rentrent, c'est pas toujours très bien. C'est sûr. Ceci dit, un drone, enfin, il faut voir la taille du drone aussi, parce que là, on a des illustrations avec des drones de taille moyenne, on va dire, même s'ils sont relativement mastoc, mais ça reste, c'est pas des gros drones comme on peut en trouver. C'est pas les drones d'attaque de l'armée américaine, non. Non, mais c'est ça. Mais tu vois, ces drones avec 8 moteurs au lieu de 4 qui portent des charges beaucoup plus lourdes. Ça, l'aigle, à mon avis, il faut lui mettre des moufles aux papates parce qu'il va se faire mal à un moment donné, je pense. C'est pour ça qu'il y a le dressage. C'est pour ça qu'il y a le dressage, effectivement. J'espère que nos amis des bêtes, les amis des animaux ne seront pas choqués par cette news en question. Je vais repasser la parole et là je vais changer de page, à Marc pour parler de Mozilla qui jette l'éponge par rapport à un produit dont on avait déjà parlé ici, qui est Firefox OS. Donc au revoir Mozilla, au revoir Firefox OS, c'est fini de chez fini. Et ce sera fini à partir de mai de l'année prochaine. Et ce sera fini dans un premier temps uniquement pour les smartphones. D'accord. Voilà. Donc c'est bye bye Mozilla Firefox OS. Pourquoi ? Le système n'est pas totalement appelé à disparaître, mais la société, en fait, enfin la fondation justifie son action par virage vers les terminaux connectés, donc le fameux Internet des objets. Donc en fait, typiquement, le type d'appareil sur lequel on pourrait retrouver une mouture de Firefox OS si elle continue à être développée, ça serait globalement les petits boîtiers qui sont connectés sur les Smart TV. Par exemple. Voilà, les petits boîtiers autonomes qui peuvent faire une foule de choses. Un processeur ARM, par exemple. Voilà, exactement. Par contre, c'est quand même un désaveu flagrant d'un OS qui était appelé à devenir un des grands concurrents d'Android quand le lancement avait été fait. Voilà, clairement, le produit n'a pas trouvé sa place sur un marché déjà vachement trop encombré avec Windows Phone, Android, iOS et même d'autres choses un peu plus exotiques qui se rappellent par exemple de Bada. Le système de Samsung, lui aussi, il est mort. Donc, voilà.
Mais quand on voit qu'il n'y a déjà pas la place pour un troisième OS comme Microsoft... Non, effectivement, il y a des gens qui ont quand même encore certaines illusions, on va dire ça comme ça, mais ce qui est assez intéressant, voilà. Parce que je lag encore, c'est oui, horreur. Tu cales de temps en temps, mais on comprend tout ce que tu dis. De temps en temps. Non, mais par contre, ce qu'il faut quand même garder en mémoire, c'est que le projet en lui-même restera en open source. D'accord. Donc, les gens qui veulent continuer à travailler avec et à s'amuser avec pourront le faire sans avoir aucun souci. Tant que ta connexion tient, Marc, on va continuer à parler avec toi de Google, puisqu'on passe déjà à la lettre G. G comme Google, qui préparerait le successeur du Cardboard VR, les lunettes de réalité virtuelle, mais un nouveau modèle quelque part, une évolution du Cardboard. Une expérience à la base complètement fun. C'est un truc qui était parti sur un gag plus qu'autre chose. On se rappelle, le Cardboard, c'est la petite boîte en carton dans laquelle vous venez mettre votre GSM. Oui. Ce qui s'est passé, c'est que Google s'est rendu compte qu'effectivement le marché était porteur quand on a vu le succès phénoménal de la chose. Ça a été décliné dans tous les sens, en carton, en bois, en plastique, etc. Et donc ici, Google, lors de la prochaine Google I.O., devrait présenter un successeur au Cardboard, avec une version adaptée d'Android pour la réalité virtuelle. Et le but ici serait d'attaquer frontalement des produits comme le Samsung Gear que Sébastien nous avait présenté il y a quelques temps. Oui. Voilà. Rappelons aussi que le Cardboard, c'est un truc, c'est même gratuit. Hein. Enfin, je pense qu'il y a moyen d'obtenir les plans. Il y a moyen de l'avoir gratuitement, il y a moyen de le faire chez soi, et sinon, sur Amazon, ça coûte 10 € et vous avez votre casque. Et d'ailleurs, le phénomène de casque à réalité virtuelle à mettre avec un smartphone prend tellement d'ampleur que si on prend par exemple une marque comme Alcatel, qui va présenter d'ici quelques semaines au Mobile World Congress un nouveau modèle, dont la particularité sera que le boîtier dans lequel le modèle est fourni, donc la boîte, est prévu en fait pour fonctionner comme un Cardboard. C'est plutôt malin. En fait, quand vous achetez votre téléphone, la boîte dans laquelle il est fourni est en fait le Cardboard. Vous le sortez, vous le remettez dans l'autre sens, vous le mettez devant vos yeux, c'est fait. Rappelons aussi, signalons aussi au passage que certains en ont profité pour en faire des supports publicitaires, hein, tout simplement, d'éditer eux-mêmes des Cardboards à leur marque. Pourquoi pas, hein, finalement, c'est plutôt rigolo. On va rester encore chez toi, Marc, quelques secondes pour parler de Doom. On parle encore de jeux vidéo sous ton impulsion. Oui, mais bon, là, on parle d'un temps que les moins de longtemps ne peuvent pas connaître. On parle d'un temps où les jeux tenaient sur des disquettes, où fallait pas mobiliser une connexion pendant 3 jours pour télécharger son truc. On parle d'un jeu où il fallait pas investir le budget d'un petit État africain pour s'acheter une carte graphique qui le faisait tourner. Voilà. On parle de Doom, qui est quand même un des grands jeux mythiques qui a donné lieu à des suites, qui a donné lieu à un film plus que discutable, et qui ici va être rebooté complètement par le studio Bethesda, qui était déjà à l'origine du reboot de Castle Wolfenstein avec 2 volets mais totalement jouissifs et d'une qualité renversante. J'y ai passé des nuits blanches. Et donc voilà, le 13 mai, Doom arrive dans sa version remaniée sur PS4, sur Xbox et sur PC. Et franchement, je peux vous dire que celui-là, je l'attends avec impatience. Parce que s'il est du niveau de Castle Wolfenstein, ça va saigner grave. Alors le gamin joue dans sa chambre toute la nuit avec des jeux en 8 bits. Et papa, il éclate sa carte graphique et ici je vais devoir en racheter une, c'est pas possible. Voilà. Je fais un crowdfunding pour que je puisse tester le titre dans les meilleures conditions pour les technos. Tu nous as gratifié d'une petite vidéo de présentation, évidemment, bon, c'est toujours des vidéos de présentation, ça ne préjuge pas de... Si, parce que les vidéos qu'on voit pour l'instant... C'est du gameplay, ça ? C'est le trailer, c'est le gameplay. D'accord, ok. Si on gratte un peu, il y a moyen de trouver des tonnes de vidéos de gameplay qui ont été présentées au CES notamment, où on voit effectivement que la qualité du moteur offre une richesse d'interaction et une qualité visuelle assez hallucinante. D'où la justification d'une nouvelle carte graphique. Effectivement, ça s'impose. On reste dans le monde de... Si tu regardes la Saint-Valentin, c'est dans pas longtemps. Petit message à madame. Oui, c'est ça. N'hésite pas un seul instant, hein. Vas-y. On reste dans le monde de l'image avec Benoît pour parler de Pixar. Pixar qui a 30 ans. Oui.
En février. En février. Ça fait 30 ans que George Lucas a fondé Pixar, puisque c'est George Lucas, le créateur de Star Wars, qui a fondé la société. Il l'a revendu un petit peu après à une autre personne qu'on connaît bien, Steve Jobs. Qui en a fait en fait le studio d'animation, qui a eu cette idée un peu fofolle de dire, parce qu'au départ Pixar c'était du logiciel de création d'images 3D, et puis Steve a eu cette idée un peu fofolle de dire engageons un animateur de chez Disney, quelqu'un qui a l'habitude de raconter des histoires, et voyons si on sait raconter des histoires avec ce média. Et j'étais allé au musée de l'art ludique il y a 2-3 ans quand il y avait une exposition Pixar. Il y avait une interview très intéressante de John Lasseter, donc l'animateur, maintenant le directeur de Pixar, qui disait, en fait, quand on a présenté notre premier film à SIGGRAPH, les gens nous disaient, mais il est drôle, c'est quoi la fonction dans le logiciel qui fait que c'est drôle? Et donc, je trouve qu'il y a un côté incroyablement visionnaire d'avoir pu prendre ce qui était à l'époque, on essayait de faire et puis je sais pas si vous vous souvenez de l'image d'époque, mais c'était très très primitif, et de se dire, mais sur ce média, on va vraiment pouvoir construire quelque chose. Et je pense que les nombreux films de Pixar ont montré qu'on peut construire quelque chose de vraiment super intéressant, avec une qualité d'image qui cesse de s'améliorer. Moi, je suis assez fan il y en a quelques-uns que j'aime, moi, mais je suis assez fan du studio. Oui, de bons outils, puis aussi de bons créatifs, il faut le reconnaître aussi. Ils ont toujours les deux, ils ont toujours leur produit de création d'images 3D, de création de films 3D, et à côté de ça, ils l'utilisent, ils sont un des utilisateurs de ce produit-là pour faire des longs métrages. Allez, on arrive à la fin du jogging. Avec la lettre U, c'est le moment de se détendre et de faire un petit travail d'élongation sur les mollets, tout ça pour pas avoir de crampes. U comme Uber, Benoît, on termine avec toi et pour parler du nouveau logo qui ne plaît vraiment pas. Non, il pleut pas visiblement, il plaît visiblement pas, et il plaît tellement peu que le directeur du design d'Uber a démissionné. Faut dire qu'on se demande ce qu'il avait fumé. Mais ensuite, apparemment, il est même pas directement responsable. Il semble que c'est le PDG de Uber qui a reconçu le logo lui-même avec certains membres de l'équipe de design interne de Uber, mais il a fait ça lui-même parce qu'il voulait que ce soit vraiment bien fait. Alors, je ne sais pas si son directeur du design est parti dégoûté ou si il prend un petit peu le chapeau pour ce qui ressemble un tout petit peu à un fiasco. Mais voilà, ça montre que franchement, Uber a tous les trucs pour faire parler de lui quand même. Oui, c'est ça en fait. Et c'est toujours polémique, tu remarqueras. Oui, bien sûr. Que ce soit un procès, que ce soit une manif, que ce soit... c'est toujours polémique chez Uber. Mais c'est souvent comme ça, il y a des événements, je viens pour prendre une petite minute sur le jogging, le temps de se décrasser un peu. Il y a toujours des petites idées comme ça qui font que ça aide à communiquer, comme par exemple attaquer Apple. Ça fait toujours bien, ça fait parler de soi, ça fait de la communication gratuite. Ou mettre Facebook en demeure, par exemple. C'est le cas d'une télévision locale qu'on connaît bien ici à Bruxelles, qui est anciennement Télé Bruxelles, qui avait une page Facebook qui est Télé Bruxelles et qui voudrait changer de nom en BX1, qui est son nouveau nom. Et tout le monde le sait, Facebook n'autorise pas le changement d'une page de fans. Tout ce qu'il faut faire, c'est en créer une nouvelle et demander ensuite de merger les deux pages pour garder le nouveau nom. Non, ça fait mieux de mettre un peu, de se mettre sur la sellette soi-même, pas en attaquant, mais en appelant à Facebook à modifier son mode de fonctionnement. Je pense que Marc tremble pour l'instant, rien qu'à cette annonce. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de la question technologique, en tout cas de cette semaine. On a certainement des sujets qu'on n'a pas évoqués, qu'on aurait pu évoquer, mais c'était le choix de nos chroniqueurs, à savoir de ce côté-ci, Marc, qui a peut-être un truc à rajouter. Juste un tout petit truc. Oui. Je rebondis sur l'avant-dernier sujet de Benoît qui a parlé effectivement de l'environnement de design et de création graphique de Pixar avec le logiciel qui s'appelle Renderman. Au cas où vous ne le sauriez pas, ce logiciel est gratuit pour une utilisation non commerciale. Et donc sur le site de Renderman, vous pouvez aller le télécharger, il y a toute la marche à suivre. Donc si vous avez envie d'utiliser le soft qui a été mis à contribution pour faire des films comme Toy Story, des Incredibles et tout, allez-y, faites-vous plaisir, c'est gratos. C'est assez récent, je pense que ça a moins d'un an cette initiative, et c'est plutôt malin parce que ça permet aussi sans doute de débusquer de nouveaux talents, finalement donner les outils, on l'avait vu avec Photoshop en son temps, mais c'est l'occasion de mettre entre les mains de tout le monde finalement des outils dignes des
plus grand. Merci Marc pour cette précision, et puis merci également à Benoît. T'as un truc à rajouter ou pas? Non, je suis bon là, c'est bien. Okay. Je rappelle 40 minutes. Ah oui, non, c'est juste. Bon, ben voilà, notre jogger a fini son tour de piste. On était un petit peu plus court cette semaine, il y avait moins d'actu. Merci de nous avoir suivis une fois de plus, on se retrouve très bientôt. Très bientôt, au revoir.